Et bonjour à tous. On espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être là, Massini, aux 350 personnes qui sont déjà en ligne. Vous étiez presque 1200 à être inscrits, donc on attend encore un peu de monde. Comment ça va, Johan? Ça va bien. Bon, écoute, oui, c'est la rentrée. On a fait ce webinaire, effectivement, la première semaine de rentrée pour vous mettre dans le bain. Certains étaient encore en vacances, certains sont encore en vacances, je crois. Il y a pas mal de nouvelles têtes aujourd'hui sur ce webinaire, donc je pense que vous ne nous connaissez pas forcément tous. Donc bonjour déjà à toutes les nouvelles têtes et puis les anciens. Donc moi je suis Pascal, j'anime OF Connect, qui est la plus grande communauté aujourd'hui des OF en France. Depuis 3 ans, Johan, tu es l'un des veilleurs les plus connus sur LinkedIn aujourd'hui dans le secteur, et tu rédiges aussi pour Digi4Mag. Voilà. Avant de commencer, on a quand même un petit sondage à vous partager pour savoir un peu qui vous êtes. Déjà, est-ce que vous êtes client ou pas Digi4Mag? Parce que, évidemment, pour vous rappeler qui on est un projet qui est soutenu par Digi4Mag, qui est un logiciel qui accompagne les OF depuis maintenant 7 ans. Et aussi qui est membre d'OF Connect, qui nous connaît déjà. Et si vous n'êtes pas membre, je te laisse dire ce qu'il faut faire pour que les gens puissent nous rejoindre. Mais il y a une page pour demander à rejoindre la communauté. Évidemment, c'est une démarche totalement gratuite et que vous pouvez faire directement, il me semble, via la page Digi4Mag. Digi4Mag. Donc, il y a un petit onglet, c'est très simple, il y a un petit formulaire à remplir et ensuite, c'est toi qui te charges de… C'est ça. Aujourd'hui, on est plus de 6000 centres de formation sur cette communauté. On partage tous les jours, on fait beaucoup d'ateliers et on fait effectivement tous les 15 jours des webinaires où on est assez nombreux. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas le format, on va être très nombreux. Donc le chat, vous voyez, il va être très actif. On vous fera interagir. On a à peu près une demi-heure de présentation avec Johan, un peu moins, et on se garde un temps long pour les questions-réponses. Mais ce qu'on va vous demander, c'est de vous concentrer. On va vous interroger un peu pendant la première partie. Et en deuxième partie, vous avez l'outil questions. Et vous pourrez commencer à poser vos questions et on essaiera d'y répondre en live au maximum. On a aussi Julia Rapini de Digi4Mag qui est sur le chat. Et puis pour toutes les questions annexes, notamment liées à Digi4Mag, je vous laisserai passer par le support et mes collègues pour pas qu'on pollue le moment de ce matin. Johan, alors déjà, on avait une première question pour vous. Johan, tu as fait une magnifique carte pendant cet été. Alors, je ne sais pas si elle est magnifique, en tout cas, elle a le mérite d'exister. Et donc, c'est une… Alors, certains qui me suivent peut-être sur LinkedIn savent que j'aime bien faire du dessin pour parler de formation professionnelle parce que souvent, c'est plus facilitant avec des images qu'avec des mots. Moi, petite question, allez, pour se lancer sur cette fin de matinée, sur cette fin de semaine, ça serait de me dire où vous vous situez sur cette carte aujourd'hui, dans cette rentrée. C'est quoi l'endroit où vous êtes et peut-être celui où vous aimeriez aller. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit la carte déjà? Donc on a, alors moi j'aime bien ce que tu as fait, tu as fait les monts de l'apprentissage, tu as fait le cimetière des OF disparus. J'espère que vous n'êtes pas dans le cimetière. On a… voilà, il y en a qui sont dans le village des irréductibles, c'est ce qu'on voit. La zone convoitée des futurs clients. Donc oui, on sait, c'est un peu le nerf de la guerre. Pour, la steppe de Calliope pour Hélène. Donc parce qu'il y a peut-être des audits qui se préparent aussi en cette rentrée. Donc, oui, d'ailleurs, dites-nous si vous passez votre audit là bientôt, n'hésitez pas. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui passent leur audit, j'aime bien le dire, mais on a plein d'ateliers aussi sur OF Connect pour vous aider. On a Hélène Couder qui reviendra début octobre pour une session, Calliope. On a atelier d'entraînement, plein de choses. Alors, il y a beaucoup de traits de l'amour transmettre. Et ça, c'est vrai que c'est un endroit où j'aime bien aller quand on a des réformes, quand on se pose des questions sur pourquoi on est là, trop d'administratifs, trop de choses comme ça. Il faut se rappeler pourquoi on fait ce métier, quel est l'objectif final. Et voilà, on vise à, on va dire, aider, transformer des vies, des carrières, des parcours. Et donc ça, c'est intéressant de se rappeler ça quand le moral tombe. Voilà, et quand l'actu de la rentrée, évidemment, elle est chahutée, on ne va pas forcément vous dire ce qui se passera la semaine prochaine, vous le savez. Cet été, on a eu beaucoup de sorties aussi d'annonces gouvernementales, de décrets. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous remette un peu au point sur ce qui est sorti, sur ce qui est effectif là maintenant.
Et voilà, donc ça sera assez rapide. Et après, il y a peut-être plein de choses qu'on n'aura pas abordées pendant ce temps-là, mais il y aura le temps de questions pour y répondre. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça va être un focus sur quelques sujets qu'on a vus. Alors, vous allez voir que parmi les sujets qu'on va aborder, il y en a où on est vraiment sur des décisions qui sont actées, qui sont pour certaines déjà applicables. Et pour d'autres, on va être plutôt sur des annonces, des choses qui peut-être vont arriver, mais pas du tout sûres, pas officialisées. Donc, il ne faut jamais, faut jamais prendre pour acquis des annonces. Voilà. On peut les intégrer un petit peu, mais en tout cas, quand ce n'est pas officiel, ça ne s'applique pas. Et j'ai un dernier sondage, donc on voulait savoir pour ce second semestre 2025 comment s'annonçait un peu le business de votre côté. Donc il y a 3 réponses, hein. Donc la plus positive, on démarre fort, compliqué mais on tient le cap, et difficile à dire pour le moment. Donc c'est assez partagé. Écoute, on est sur un tiers, un tiers, un tiers. Difficile Voilà. pour le moment, ouais, un tiers. On démarre fort et un peu moins, on a une vingtaine de pourcents. Donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans un sas intermédiaire. Ouais, effectivement. Dernière chose avant qu'on démarre avec Johan, le chat est accessible, les emojis aussi. Si sur un point vous avez envie de partager une expérience, de nous dire par écrit comment vous avez vécu telle ou telle chose, ou compléter ce que tu diras, Johan, n'hésitez pas. Et après, quand ça sera le temps des questions, je vous dirai stop et on passera aux questions. Johan, on est parti? C'est parti, allez. Allez, si c'est bon pour vous, mettez-moi un petit pouce en l'air pour me dire que c'est OK. Et puis, on y va. Alors, on commence par le NDA. Alors, donc ça, c'est un texte qui est sorti au cours de l'été, alors 31 juillet, si je ne dis pas de bêtises, pour s'appliquer directement dès le 1er août, donc le lendemain. Alors, donc ça va s'appliquer tout nouvel organisme qui souhaite obtenir son numéro de déclaration d'activité. Alors, si vous êtes organisme de formation, vous vous dites ça ne me concerne pas parce que moi j'ai déjà mon NDA. Sachez que, alors à la fois ça peut vous concerner si vous-même accompagnez des organismes de formation à se déclarer, mais également si vous êtes amené à changer de région, d'adresse, de sirène. Dans ce cas-là, vous allez avoir une nouvelle démarche à faire et donc ça va s'appliquer. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement? Alors, il y a des petites choses techniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir la pièce d'identité obligatoire du responsable légal qui va devoir être transmise, et la procédure va être aujourd'hui 100% dématérialisée. Alors, c'était déjà le cas, mais il y avait quand même une possibilité de faire une démarche papier. Sachez qu'aujourd'hui, ce ne sera plus possible, tout passe par Internet. Un des éléments qui change, c'est alors on va passer par un peu les mauvaises nouvelles. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que le délai d'instruction augmente. Donc aujourd'hui, c'était la DRIT, ça avait 30 jours pour vous donner on va dire une acceptation ou un refus. Aujourd'hui, ça va passer à 60 jours. Donc voilà, c'est aussi une manière de prendre le temps aussi d'analyser certains dossiers et aussi d'être conforme, parce que même s'il y avait 30 jours annoncés, on sait que dans la réalité, parfois, ça dépassait ces 30 jours. Donc 60 jours, c'est une manière de prendre de la marge par rapport à la réalité. Mais est-ce que ça veut dire, parce que donc effectivement, des fois, il y a eu des attentes beaucoup plus longues, est-ce que si les DRES dépassent les 2 mois, on acte que le NDA est OK, ou ils peuvent avoir un délai supplémentaire, ou vraiment c'est 2 mois Normalement, c'est 2 mois. Et alors moi, de toute façon, ce que je vous conseille, parce qu'on a des fois, il y a des personnes qui ont des problématiques, c'est de prendre contact directement avec les DRITS. Alors, parfois, ça répond pas. Hein. Pendant l'été, c'est compliqué. Mais d'essayer d'avoir un interlocuteur auprès de la DRITS pour comprendre aussi, des fois, les raisons soit d'une non-réponse, soit d'un refus. Mais voilà. Ouais, n'attendez pas. Effectivement, il y a aussi des cas de gens qui passent Calliope en disant on aura le NDA, ça passera, et des fois, ce n'est pas le cas. Donc voilà, anticiper. Et puis effectivement, le mois d'août, on sait que c'est toujours un mois compliqué, pas que pour tous les organismes. Hein, oui, et alors étonnamment, en août, on a aussi des personnes qui en 2 jours ont une réponse de la DRITS. Donc ça, moi, c'est arrivé à quelqu'un que je connaissais en Ile-de-France, par exemple. Donc ça dépend vraiment des congés des interlocuteurs. Ce qui est la bonne nouvelle, par contre, c'est pour toutes les micro-entreprises. Donc ça concerne beaucoup d'organismes d'indépendants qui vont se lancer. Là, il y avait quand même ce sujet on devait donner une première convention de formation alors qu'on n'a même pas commencé son activité. C'était toujours très compliqué, et encore plus quand on intervenait qu'en sous-traitance. Là, justement, pour tenir compte de cette réalité, désormais, il n'y aura plus besoin de donner cette première convention de formation quand on est micro-entrepreneur et qu'on ne dépasse pas un certain chiffre d'affaires, mais simplement un court descriptif de son activité.
Alors, ce cours descriptif, normalement, il y a un document modèle qui doit être édité. Alors, vous voyez, hein, on est déjà quoi, en septembre. A priori, ce document n'est pas encore défini. Dernière nouvelle, on n'avait pas, enfin en tout cas nous de la communauté, c'était pas encore le cas. Mais si jamais certains ont testé ce matin ou hier, dites-le nous. Okay. Donc voilà, en ce moment, c'est un peu un système un peu hybride où je pense qu'il faut encore continuer à déposer la convention parce que techniquement, le système ne suit pas, mais à terme, c'est ce qui va se produire. Voilà. Et ça va pas mal arranger aussi les OF donneurs d'ordre pour les sous-traitants parce que c'était quand même un gros sujet pour vous cette année pour voilà, vous mettre au carré sur les NDA. Et le dernier sujet, je fais rapidement là-dessus, c'est en cas de refus. Donc, si jamais vous êtes notifié un refus, il n'y a plus de recours gracieux auprès de la DRITS. Auparavant, c'est ce qu'on faisait, c'est on donnait des éléments complémentaires. Ça n'existe plus aujourd'hui. Vous devez passer au tribunal administratif pour faire passer votre NDA. Donc, c'est vrai que c'est un changement un peu radical là-dessus. Donc, autant vraiment réfléchir avant d'appuyer sur le bouton, d'avoir vraiment tous les éléments. Voilà. Et oui, et si jamais vous avez un doute, faites-vous accompagner. Évidemment, voilà, ça coûte un peu, mais au moins vous sécurisez votre dépôt. Pour le NDA, si c'est bon pour tout le monde, mettez-nous un petit pouce en l'air, pareil, et puis on continue. On va un peu vite, mais l'objectif, c'est que vous puissiez avoir un temps pour échanger avec nous et qu'on puisse vous répondre aussi. Donc, sachant que vous retrouverez le décret sur la page LinkedIn d'OF Connect. D'ailleurs, j'en profite pour vous mettre les liens LinkedIn voilà, dans le chat. Et Julia fera aussi un article sur Digiformag. Mais voilà, vous retrouvez ces textes-là. Donc, si vous voulez un peu plus dans le détail, parce que je vois des questions qui passent un petit peu sur notamment des formateurs étrangers, notamment sur la pièce d'identité. Donc, vous pourrez avoir ces éléments-là, notamment dans les décrets. Voilà. Allez, on continue. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous sont CFA. Si vous êtes CFA, mettez-nous un petit message, pareil, qu'on vous identifie. Mais il y avait quand même des choses importantes à dire sur cette thématique. Donc, en fait, il y a des choses qui sont, on va dire, déjà actées hein, côté de l'alternance. Donc, vous savez, il y a eu une grosse progression au cours des dernières années et on a atteint le million d'apprentis cette année. Donc, voilà, et on est arrivé un peu au pic et en ce moment, on est en train un peu de réguler en se disant, bon, ben, ça coûte quand même de l'argent et puis surtout, ça profite essentiellement aux formations du supérieur et pas trop à la formation initiale, au profil technique. Là, on en a le plus besoin. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a eu des restrictions et un certain nombre de baisses de niveau de prise en charge qui ont été appliquées. Alors, notamment, par exemple, sur les formations en distanciel. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a des coûts contrats qui sont définis pour chaque certification. Alors, auparavant, c'était entre chaque branche, chaque certification avait un niveau de prise en charge et on avait, vous le voyez, 800 000 niveaux de prise en charge. Ce qui est en train d'être fait, c'est qu'il y a une réduction. On est en train de regrouper les certifications par branche, par secteur de compétences, ce qui fait qu'en fait, ça aboutit à à peu près 3500 niveaux de prise en charge. Donc ça, déjà, c'est une meilleure lisibilité. Mais maintenant, il y a vraiment une distinction entre la prise en charge pour le présentiel ou pour de l'hybride et pour du total distanciel où, par exemple, si je vous donne un exemple très simple, hein, le plafond de prise en charge est à 10 000 euros, il sera plus que de 8 000 euros, par exemple, pour de la formation à distance. Alors, on considère à distance quand c'est plus de 80% de la formation qui est à distance. Mais vraiment sur des CFA e-learning pur et dur. Hein. Donc, tous ceux qui font l'alternance, on va dire, en présentiel ne sont pas impactés. C'est ça. Il y a également eu, mais ça, c'était déjà depuis quelques mois, la baisse de la rémunération des apprentis. Alors, elle est liée surtout au fait que certaines charges ne sont plus exonérées, ce qui fait que du coup, mécaniquement, il y a eu une incidence alors de quelques euros, quelques dizaines d'euros à peu près 100 euros selon le niveau de salaire. Donc, effectivement, ça peut avoir un impact sur l'attrait du dispositif. Et aussi dans la logique on va dire, de valoriser davantage les filières techniques et moins celles du supérieur, c'est ce fameux reste à charge de 750 euros qui s'applique désormais pour tous les contrats signés. Voilà, où du coup, il faut être, pour l'entreprise, être en capacité de payer ce différentiel. Et donc, pour les CFA, ça veut dire aussi mieux valoriser son offre, être capable de dire, elle vaut tellement le coup que ces 750 euros, ce n'est pas un souci. Voilà, donc après, il y a effectivement ce matin, vous n'êtes pas très, très nombreux à être CFA, mais on tenait à dire que malgré tout ça, c'est vrai qu'on a un peu le warning de dire l'apprentissage va chuter. On a atteint un pic, mais un peu comme pour le CPF d'ailleurs. Hein.
mais c'est pas un dispositif, hein, ça va continuer. Il y a encore, je pense aujourd'hui des CFA qui fonctionnent très bien. On nous parle parfois de cette rentrée avec, une baisse d'apprenants, mais c'est très variable. Donc, pour nous en tout cas, voilà, c'est un dispositif, hein, Oui, et notamment, on s'attendait par exemple à une très forte baisse là sur le premier trimestre. A priori, les premiers chiffres qui sont oui, sortis montrent que la baisse est vraiment très très limitée. Genre, alors, je crois que c'était 3-4%. Enfin, en tout cas, c'était oui, c'est vraiment pas si catastrophique en quasi-flat. fait. Donc, ça veut dire que finalement, l'incidence et que beaucoup d'entreprises sont prêtes à mettre ce coût-là. Parce que c'est vrai que 750 euros, quand on compare au salaire que ça coûte, au fait que bah, du coup, il y a une personne qui va s'occuper de l'apprenti, ça apparaît pas non plus une somme énorme s'il y a un vrai besoin. Mmh. Voilà, donc, Voilà, donc pour ceux qui avaient des projets de monter peut-être, à côté des petits CFA ou une partie apprentissage, et ben, voilà, vos projets, il faut les continuer à les creuser et puis à les travailler. Alors maintenant, on va passer à ton sujet de prédilection, Johan, qui est le oh, je CPF. ne sais pas si c'est un sujet de prédilection, mais en tout cas, Mais qui est le mien aussi, hein, mais c'est un sujet que, voilà, que j'ai beaucoup travaillé parce que voilà, c'est quand même un dispositif qui est quand même important. Alors même s'il est aujourd'hui fragilisé, hein, puisque donc, pour mémoire, hein, le CPF, il y a eu un peu une courbe comme ça jusqu'en 2021-2022. On a atteint un pic 3 milliards de financés et depuis globalement 2022, voilà, là, on arrive vraiment à une baisse. Et par exemple, en 2023-2024, on était à peu près un peu plus de 2 milliards d'euros financés. C'est pas la chute non plus annoncée, hein, en 2023-2024, ça s'est maintenu. Par contre, c'est vrai que malheureusement sur 2025, hein, on regarde au niveau des chiffres, il y a une baisse quand même sensible des financements. Alors ça s'explique par plein de raisons. La vraie raison, c'est parce qu'il y a finalement moins d'offres qui sont référencées sur le catalogue. Donc, bah, s'il y a moins d'offres, bah, évidemment qu'il y a plein de personnes qui décident de pas acheter puisqu'il n'y a pas ce qui répond à leurs besoins. C'est aussi ce qui explique en grande partie cette baisse parce que si on regarde certaines formations, par exemple, je vais parler du bilan de compétences, le bilan de compétences ne subit pas de baisse, par exemple en 2025. Donc, ça veut dire que sur les dispositifs, les formations déjà existantes, ça, voilà, ça se maintient, c'est juste qu'il bah, y a ce trou des offres disparues. Ouais. Voilà, en fait. Mais d'ailleurs, sur la partie CPF, est-ce que bah, certains sont certificateurs, ont déposé, veulent déposer des certifications? Est-ce que certains sont juste partenaires? Mettez-nous aussi dans le chat comment vous avez senti là, ce début d'année et puis qui fait du CPF, tout simplement. Et alors, il y a le sujet du reste à charge, je le vois dans le chat, ça défile reste à charge, qui a pu avoir un impact, effectivement, alors surtout à son lancement. Mais alors, ce qu'on constate, et en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est que, alors, oui, ça peut être en frein, mais étonnamment, dans beaucoup de cas, ça ne l'est pas. Et surtout, au-delà de ça, ça permet des meilleurs taux de complétion et un meilleur engagement Ouais. des stagiaires, puisque évidemment, on est toujours plus enclin à terminer une formation quand on l'a payé. Hein, c'est valable dans plein de domaines. Et puis hier, on partageait aussi, on a fait une journée de masterclass avec Johan et on parlait du CPF construit avec l'employeur. Alors évidemment, c'est toujours un peu décevant au niveau des chiffres. Moi, j'en ai fait 2. Donc, j'en ai fait un aussi. Donc, on est dans la petite catégorie des apprenants qui ont fait, ce dispositif. Mais pareil, nous, on est plutôt d'avis que ça va marcher ces prochaines années. Les employeurs vont s'emparer du CPF. Donc, pareil, c'est un sujet où on vous dit aussi ne lâchez pas vos projets de dépôt, même si, attention, c'est des projets qui peuvent être lourds, coûteux et qu'il faut vraiment faire vos calculs avant de vous lancer et puis bah, être accompagné. Enfin, nous, ce qu'on voit, c'est que les OF qui se font accompagner pour un dépôt, leur chance de réussite est beaucoup plus forte. Voilà. Complètement. Et du coup, alors, donc ça, c'est des choses qui sont, on va dire, réelles. Hein. Le CPF co-construit, il y a eu un décret qui est sorti il y a quelques mois qui a levé des freins pour que les. Alors, quand on parle de CPF co-construit, j'espère qu'on est clair, c'est l'employeur qui finance une partie du projet de formation du salarié qui, lui, va compléter avec son CPF. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça du CPF co-construit. Et donc, il y avait un certain nombre de freins qui est notamment le fait que bah, typiquement l'employeur ne pouvait pas flécher sur une formation en particulier, le fait que si le salarié partait de l'entreprise, il partait avec ça, alors que maintenant il y a une possibilité de remboursement de la somme si elle n'est pas consommée. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui normalement sont censées rassurer les employeurs et leur permettre de passer à l'action. Voilà, on va voir dans les prochains mois, prochaines années si ça déclenche un raz-de-marée. Alors, il y a un sujet qui est pas mal réapparu avec les annonces cet été, c'est l'augmentation du plafond pour certaines prestations. Tu as des infos ou pas sur ça? Alors, vous savez qu'on est dans un contexte politique qui est très délicat, pour
pas dire autre chose, et qui va sans doute dès la semaine prochaine avoir, voilà, on va avoir un petit peu les suites. On verra. Il y a eu plein de pistes annoncées pour les fameux 44 milliards qu'il faut trouver. Et donc, du coup, la formation a aussi été impactée. On a regardé où est-ce qu'on pouvait avoir des marges de manœuvre sur la formation. Donc, il y a eu plein de pistes qui ont été avancées. Alors, notamment sur l'apprentissage, on a vu qu'il y avait eu pas mal de choses. Sur le CPF, il y a eu l'idée d'avoir, par exemple, un reste à charge augmenté, le fait de plafonner certaines prestations. Alors, le bilan de compétences, la VE, le permis, c'est ce qui a été évoqué. Sachez que vraiment, à l'heure, à date, vraiment, rien n'est officiel, rien n'est acté. Et voilà, pour l'instant, il n'y a rien de décidé là-dessus. Il y a des négociations en cours. Potentiellement, ce ne sera pas le même gouvernement. Donc, on attend. Donc ça vaut le coup d'être attentif, mais le prenez vraiment pas pour argent comptant, vraiment. Et par contre, ce qui est réel, par contre, aujourd'hui, c'est l'une de nos participantes qui nous le fait remonter, c'est les contrôles renforcés de la CDC, contrôle de services faits. Donc là, nous aussi, on a beaucoup de membres qui ont eu des contrôles très réguliers. Voilà. Donc, j'en ai régulièrement, et c'est vrai que les éléments demandés sont de plus en plus poussés, notamment sur chaque service fait. On nous demande, par exemple, le CV, le contrat de travail de la formatrice. Là où avant, c'était vraiment plutôt les éléments d'émargement de la formation. Là, on commence à avoir vraiment un niveau de demande de preuve qui augmente. Voilà. Alors, certification professionnelle. Alors, tout ça est très lié, puisqu'en fait, souvent, la certification professionnelle, c'est l'accès aux dispositifs dont on a parlé, l'apprentissage, l'alternance, le CPF. Donc, la certification, c'est un vrai enjeu économique. Je ne sais pas si parmi le chat, certains le sont. Statistiquement, oui, probablement. Oui, on a quelques certificateurs. Il y en a quelques-uns, j'imagine. RS, RNCP. Dites-nous les métiers aussi, vos métiers, vos thèmes de formation. Ça va montrer la diversité aussi qu'on a sur ce webinaire. Donc, alors là pour le coup, voilà, c'est des choses qui sont vraiment officielles, qui vont s'appliquer dès le 1er octobre, puisqu'il y a eu un décret qui est sorti pendant l'été. C'est ça. Alors, honnêtement, ce n'est pas un décret qui est révolutionnaire sur la certification. Il y a beaucoup de choses qui étaient un peu dans les tuyaux. Et pour ceux qui étaient un peu en veille, il y avait des choses, on savait que ça allait arriver. Si on vient un petit peu sur ce décret, donc il y a certaines thématiques qui vont devoir être intégrées dans les dossiers, dans les référentiels de compétences, dans les notes d'opportunité, autour des thématiques comme de la RSE, handicap, transition écologique. Et donc voilà, ils seront vraiment intégrés. Alors d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, parce qu'il y a un webinaire qui va être réalisé par France Compétences le 25 septembre, qui va vraiment revenir sur cette. C'était pas un décret, je crois que c'était un arrêté, voilà, qui va revenir vraiment en détail sur les attendus. Donc pour les certificateurs qui sont intéressés, voilà, je vous conseille ce webinaire qui aura lieu le 25 septembre. Et pareil pour les certificateurs, on reviendra, je pense, cet automne sur la FAQ, sur le fameux 80-20, les modes de calcul. Je crois que maintenant, sur Redof, tu as une case pour remplir ta part sous-traitance. On peut déclarer la sous-traitance voilà, jusqu'en novembre. Donc ça, on n'en parle pas ce matin, mais je pense qu'on fera un sujet dédié le mois prochain sur OF Connect. Sachant qu'il y a la foire aux questions qui a été mise à jour en plus, sur le sujet. Oui, donc, tout à fait. Voilà, en tout cas, sur la certification professionnelle, voilà, sachez qu'il y a des petites nouveautés. Alors, vraiment, moi, ce qui m'a marqué là-dessus, c'est... vous savez, quand vous devez déposer une certification auprès du RNCP, auparavant, on devait justifier de 2 promotions, donc voilà, 2 promotions sur 2 années consécutives. Là, désormais, on peut n'en valoriser qu'une seule promotion. Et ça, c'était toujours une difficulté, ces promotions, parce que c'était des personnes, des stagiaires, dont vous deviez prouver qu'elles étaient en capacité de trouver des financements, souvent des financements personnels, voilà, pour se payer la formation. Donc, c'était jamais facile d'arriver à constituer ces promotions. Donc, ça peut être bien, voilà, maintenant, sur une première déclaration, de pouvoir déposer une seule promotion. Si jamais vous le faites, l'enregistrement sera limité à 3 ans, alors que vous pouvez aller jusqu'à 5 ans sur le RNCP. Mais en tout cas, pour des primo-déclarants, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, sachez qu'en tout cas, on parlait de contrôle, de sanctions. Il va y avoir des niveaux de sanctions beaucoup plus importants en cas de données erronées, genre si vous faites des faux, très clairement, sur des dossiers, ou si vous faites du copie de référentiel. Oui, ça. Non. Et un chiffre m'a fait halluciner, puisqu'on était hier sur notre conférence. A priori, 50% des référentiels aujourd'hui de certification sont des copier-coller.
Ah oui. C'est Je crois qu'on a gigantesque. le chiffre hier, mais c'est énorme en fait. C'est énorme. Donc voilà. Donc en tout cas, là-dessus, ça va être scruté. En plus, maintenant, on peut avoir des contrôles avec de l'IA, avec des choses comme ça. Donc, et là, du coup, le risque, c'est de ne plus pouvoir déposer des dossiers. Donc, faites très attention à ça si vous êtes. En tout cas, ce que je constate là, c'est que ce matin, c'est vraiment sympa de voir toutes les thématiques en fait des certifications. Et ça prouve bien qu'il y a encore plein de besoins aussi sur le catalogue. C'est ce qu'on défend. Il y a eu beaucoup de déréférencement, mais il y a du coup de la place pour des gens sérieux qui ont envie de déposer. Tu vois la diversité. Oui, c'est hyper impressionnant. Ouais. Et c'est là de voir à quel point, on en parlait tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui rassemble les organismes de formation, parce que c'est vrai on a des profils tellement tous différents, oui. mais c'est vrai que c'est le fait de former, c'est l'action de former, et c'est aussi le fait d'être dans un écosystème et d'avoir une réglementation aussi qui nous lie et les mêmes problématiques. Et si vous cherchez des partenaires, donc vous cherchez-vous un certificateur pour être partenaire, profitez du webinaire pour passer votre message. N'hésitez pas. Pareil, vous êtes prêts pour qu'on continue? Vous mettez un petit pouce en l'air pour qu'on passe à… Voilà, sachant qu'on a fait le parti ce matin d'avoir assez peu de slides, hein, vous voyez qu'on est à la 9e sur 11. L'idée, c'est aussi de pouvoir répondre aux questions après. Donc, on va pas dans un énorme détail sur les sujets. Là, c'est vraiment un peu une réactivation pour ceux qui ont un peu déconnecté. On passe au sujet qui, pour moi, a été un sujet de crispation pour beaucoup, pour pas dire autrement. C'est ce fameux plan qualité qui a été présenté par le gouvernement en juillet sur Calliope. Alors là, c'est parti. On était tous en vacances, mais je pense qu'on était tous connectés à LinkedIn parce qu'on l'a tous lu et vu passer. Et alors, donc, sachez, hein, moi, je veux dire franchement, aujourd'hui, rien n'est acté, rien n'est officialisé. C'est vraiment aujourd'hui, on est à l'état de l'intention. Donc, clairement, il n'y a rien de fini. Cela dit, bon, voilà, il y avait quand même un mouvement qui était amorcé, par exemple, sur le fait d'avoir des indicateurs spécifiques pour les CFA. Donc, est-ce que ça aboutira à une deuxième version du référentiel Calliope ou une adaptation du guide de lecture? Ça, peut-être, et peut-être qu'il n'y aura pas au final. Donc, mais voilà, en tout cas, c'était une des grosses annonces. Le fait aussi qu'il y avait quelques petits sujets techniques, notamment le fait, par exemple, que les audits maintenant se fassent systématiquement en présentiel, même les audits de surveillance, hein, qui historiquement là se font à distance. Le fait aussi que la présence du dirigeant serait obligatoire, alors ce qui n'est pas sans poser de questions, hein, parce que le dirigeant n'est pas toujours le plus à même de répondre aux questions d'un auditeur. Donc ça, c'est pareil. Hein. Est-ce que ce sera… Est-ce que ce sera le dirigeant ou un représentant du dirigeant je prends mon exemple concret. Hein. Moi, je suis directeur qualité de ma structure. C'est moi qui reste avec l'auditeur. Je fais passer mon équipe. Mon dirigeant, il passe 30 minutes en début d'audit pour donner un petit peu le contexte, enfin ma dirigeante d'ailleurs, et ensuite, voilà, elle me laisse gérer. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'organismes de formation quand on n'est pas indépendant, voilà, où il y a un peu de salariés, où on est un peu structuré. Voilà. Et le dernier sujet, hein, c'était cette certification obligatoire des auditeurs. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fait autant de bruit, parce que sur LinkedIn notamment, il y a énormément de personnes qui auditent, qui sont concernées par ça, avec plein de questions que ça amène. Mais il y aura quoi dans cette certification? Combien elle va coûter? Ça va être à ma charge? Quel référentiel? Est-ce que ça va être comme Calliope? Il va y avoir 30 certificateurs qui vont… On ne sait pas. Et puis surtout, je pense que là, de toute façon, vu le contexte, c'est un peu ce qu'on s'est dit hier, il n'y aura rien avant la fin d'année. C'est ça. Voilà, à moins que lundi, il y ait un rebondissement, mais globalement, on vous le dit parce que c'était quand même un plan et que c'est quand même des pistes qui sont assez solides. Mais pour l'instant, voilà, ne vous inquiétez pas sur ça. Et pour ceux qui passent leur audit ces prochains jours… surtout pour ceux qui ne sont pas CFA, a priori, il n'y a pas de grands changements, à part un peu sur l'organisation de l'audit. Il y avait la question sur un indicateur sur la RSE, à un moment donné, qui avait été évoqué. Mais pareil, ça, on n'en a pas entendu parler. Donc, non, c'est pas… On passe à la suite. Il y a eu un petit passage sur les questions sur le passeport de prévention. Avant qu'on termine, je vous en dirai un petit mot, parce que vous êtes quand même très, très nombreux à être concernés. Mais avant ça, tu avais un point, Johan, sur la transition. Alors là, c'est pareil. On est sur l'ordre de la chose pas actée, mais qui va peut-être arriver. Donc, il y a un sujet sur les dispositifs de la reconversion professionnelle qui, pour certains, ne fonctionnent. Alors,
pas ou peu, ou en tout cas qui ne sont pas à la hauteur tout à fait. Je pense notamment à la Proa et Transco. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas, Oui, ce qui montre à quel point peut-être ils sont est-ce pas… que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont eu ce genre de dossier ou pas du tout? Comme ça, on voit un peu si c'est représentatif. Donc, si je rappelle, hein, la Proa, c'est un dispositif qui permet de se professionnaliser et d'avoir une mobilité interne quand on est salarié d'une entreprise, mais c'est un dispositif qui est très contraignant, Ouais, bah, tu vois. qui s'adresse à des, ouais, c'est ça, qui s'adresse à des publics particuliers, c'est-à-dire des personnes qui ont pas bac, qui ont bac plus 2 maximum. Il faut en plus que derrière il y a un avenant au contrat de travail, donc c'est vraiment, c'est pas juste une formation, il y a une obligation derrière d'avoir une mobilité interne. Donc il y a plein de sujets comme ça qui ont bloqué un peu son appropriation. Et Transco, bah, c'était ce dispositif qui s'est créé pendant la Covid et qui devait permettre aux entreprises en difficulté de former leurs salariés pour voilà, éventuellement avoir une transition professionnelle vers une autre entreprise. Mais c'est des dispositifs qui étaient très techniques, compliqués à mettre en œuvre, qui aujourd'hui ne sont pas fonctionnels, qui ne répondent a priori pas à la réalité, aux besoins du marché. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a imaginé créer une période de reconversion par les partenaires sociaux, puisque ce sont les partenaires sociaux qui ont signé un ANI, un accord national interprofessionnel, qui n'a pas force de loi, qui justement voilà, doit être adapté. Voilà. Donc ça, voilà, c'était une des principales Mais en mesures. tout cas, si ça passe, ça serait, je pense, un nouveau dispositif qui pourrait être intéressant pour vous. On verrait les lignes budgétaires aussi, parce que c'est toujours pareil. Là, on n'a pas du tout parlé de financement, ça c'est pas l'objet de ce matin. Mais voilà, pareil. Là, oui, parce que voilà, les intentions, il y a toujours le besoin derrière d'avoir ouais. voilà, des financements. Donc ça, on est entre parenthèses, mais à suivre sur 2026. Et puis, on n'a pas parlé de France Travail, des POI, dont on pourra en reparler sur un autre webinaire, mais il n'y a pas grand-chose. Là c'est un peu plus actualité voilà, qui s'est passé pendant l'été. Voilà, on essaie de ne pas trop charger la mule ce matin. Et puis, on va voir aussi, en fonction de vos questions, si vous avez des petites interrogations. Sur la VAE, alors c'est bien de faire un point là-dessus, parce que c'est un dispositif alors, qui a été un peu brinque-ballé ces derniers temps, puisqu'il y a eu une réforme de la VAE il y a 2 ans, 2 ans et demi. Donc là, c'était un peu tout beau, tout neuf, la sortie d'une plateforme qui s'appelle France VAE, et on avait dit bah, tout va passer par là. En plus, vous allez avoir un budget dédié à ça, tout va être pris en charge, et donc il y a pas mal d'organismes qui ont commencé à se mettre à ça, qui ont investi, qui ont mis des moyens. Et c'est vrai que ça a été ça a été très déceptif. On va le dire franchement, puisque de ligne budgétaire, il n'y en a jamais eu finalement, et que certains organismes se sont retrouvés un petit peu compliqués financièrement, voire certains même ont fermé. Enfin, cela dit, la VAE n'est pas morte. C'est simplement que là, clairement, il n'y a plus de financement dédié, mais aujourd'hui, ça va passer par le CPF principalement, et éventuellement le financement par l'entreprise ou la personne elle-même. Depuis le 1er août, et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que les frais de jury et d'accompagnement, et même les frais administratifs, sont éligibles au CPF. Et auparavant, c'était pas forcément. Alors, il y a Sabine qui nous dit l'inverse, selon le décret, mais alors, ok. Bah, écoutez, nous, on n'a pas cette info, donc on va voir, on va creuser le sujet. On va creuser, alors peut-être des spécialistes, et on a peut-être une analyse un peu, pas forcément la bonne. C'est le DAVA de Lyon qui nous l'a dit. Ok, Sabine. Bah, écoute, Sabine, on veut bien en parler sur OF Connect, on recroisera les sources. On a un petit club VAE sur OF Connect qu'on avait laissé en jachère parce qu'effectivement, ça avait été compliqué en 2025, mais on va relancer le sujet. Les frais de jury étaient déjà sur la VAE coiffure. Oui, ça dépend, mais là, c'était plutôt le côté généralisant du. Si le nouveau décret le permet. Oui, c'est ça. Ok, donc on n'est pas fou. Ok. Voilà. Sur la VAE, donc pareil. Sachez que sur la VAE, là où ça avance, c'est que progressivement et normalement, peut-être d'ici la fin d'année, l'ensemble des certifications devrait apparaître sur France VAE. On est déjà aujourd'hui à plus de 600 certifications qui ont été intégrées. Donc, plus de financement, mais ça va devenir la porte d'entrée pour toute personne souhaitant faire une VAE. Voilà, donc, sachez que c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, du coup, quelqu'un qui voudrait passer une VAE, si la certification est déjà sur la plateforme, doit obligatoirement s'inscrire sur la plateforme. Et Sabine, si tu cherches le décret, on l'a mis sur le Slack d'OF Connect. Donc, si tu n'es pas membre, tu vas t'inscrire sur OF Connect et puis tu l'auras. Sylvie, mon MCF, désolé, mon compte formation. Voilà.
N'hésitez pas à nous dire, hein, il y a de l'abus de jargon, hein. Vous avez vu sur ma carte du début, il y avait la jungle des acronymes, on y est. Voilà. Donc, désolé, ça permet de prendre moins de place aussi sur la slide. Et avant qu'on passe aux questions, donc là c'est bien, on est 12h05, t'as tenu le timing, Yoann. Merci. C'est ça, j'espère qu'on n'a pas trop survolé, mais l'idée c'était de vous donner un peu la parole. Voilà. C'est de la réactivation. Voilà, et puis là, on va prendre le temps, simplement sur le passeport de prévention, parce que vous êtes pas mal à me l'avoir demandé. Donc déjà, on fait un atelier sur Web Connect la semaine prochaine, donc le 11 septembre. Pour vous inscrire, vous allez sur Digiforma Academy, vous avez tous les liens de tous nos événements, donc là, vous pouvez déjà participer. On aura pas mal d'OF qui vont discuter, un expert aussi de la question. Aujourd'hui, c'est obligatoire de déposer sur la fameuse plateforme, que vous soyez certificateur ou formateur, enfin, peu importe votre statut, dès que vous soumettez une formation, vous devez la déposer. Le point noir qu'il y a visiblement pour les OF, c'est que vous n'arrivez pas à récupérer les infos de sécurité sociale, enfin de numéro de sécu de vos apprenants. Donc là, visiblement, il y aura un formulaire qui a été fait pour que vous puissiez communiquer auprès de vos clients. Et à partir du 1er janvier, c'est les entreprises qui devront le faire. Donc, et là, ça concerne toutes les formations sécurité, santé au travail. Donc, c'est un peu vaste. Je ne pourrais pas tous vous les citer, mais ceux qui sont concernés, voilà, n'hésitez pas. Et effectivement, on continuera à en parler. J'ai le sentiment que la plateforme est un peu compliquée. Enfin, c'est beaucoup à la mano. Je pense qu'on fera un petit focus là-dessus au cours de l'année, parce qu'il va y avoir de toute façon une phase un peu d'adaptation. Parce que là, moi, j'ai l'impression que personne n'était du tout au courant de la formation. Ouais, c'est tombé. Et puis, je pense que beaucoup d'entreprises non plus ne sont pas encore. Alors, elles ont un peu plus de temps pour le faire, mais cette double saisie, elle est assez surprenante. Et puis, il faudra que les employeurs jouent le jeu aussi, parce qu'effectivement, ils demandent le numéro de sécurité sociale. C'est encore une petite complexité, mais pour du positif, parce qu'au moins, ça permettra aussi d'avoir cette donnée et puis de dire qu'en tant que salarié, on a eu cette formation. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal dans l'idée. Voilà. On passe aux questions, si ça vous va. Donc, là, vous voyez que vous avez un onglet questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient mis dans le chat. Ça va être compliqué pour nous de les récupérer. Par contre, si vous mettez-les dans l'onglet questions, qui est juste à côté de sondage. Ça nous permet de mieux les prendre. Alors, votez aussi. Alors, il y a à peu près 30 questions. On veut bien que vous votiez pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Ça nous aidera à prioriser. Mais on peut commencer du bas. Oui, Bernard, nous, les webinaires, il n'y a pas de preuve de participation. Enfin, vous avez votre lien d'inscription. Encore une fois, sur la veille, on le répète à chaque fois. Mais ce qui compte, c'est comment vous vous servez de ce webinaire pour votre évolution, pour votre veille au quotidien. Et il y aura le replay de toute façon qui sera envoyé. Alors, il y a une question que tu veux peut-être reprendre en priorité, Yoann, sur les NDA. On peut revenir un peu sur les NDA si tu veux. Oui, donc, c'est Françoise qui demande si changement d'adresse de la structure et donc changement de sirène, le NDA doit-il être redemandé ou peut-on juste informer l'adresse? Non, ça doit être redemandé parce que c'est lié NDA SIRET. Donc, c'est un couple, donc on doit refaire une demande. Ensuite, on a Sophia qui nous demande, en tant qu'organisme de formation intra-entreprise dans le secteur de l'énergie, doit-on récupérer les numéros de sécurité des stagiaires? Alors là, peut-être qu'elle parle du passeport de prévention. Je ne sais pas si tu veux préciser, Sophia, dans quel cadre Je pense que oui, c'était dans ce cadre-là, le numéro de sécu des stagiaires. A priori, non. A priori, il n'y a pas de. C'est pas des éléments. C'est des éléments qui normalement sont déjà intégrés dans la plateforme. Enfin, la plateforme mon passeport prévention. Hein, c'est l'écosystème mon compte formation. C'est un peu tout cet écosystème-là a déjà ces éléments-là. Et non, aujourd'hui, on ne demande pas aux organismes de récupérer ces éléments-là. Ils sont déjà repris dans la plateforme. Alors, il y avait une question, ça je crois qu'on l'a abordé pendant ta présentation, mais je ne sais plus, pour les entretiens parcours pro, est-ce que c'est acté? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un ANI, donc c'est les partenaires sociaux qui ont dit oui. Alors, c'est surtout, on va dire clairement, le MEDEF qui a poussé en disant ça nous embête un petit peu les entretiens professionnels tous les 2 ans, on va mettre ça tous les 4 ans. Alors, on va dire qu'il remet un peu plus de choses à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, voilà, ils aimeraient que ça soit ça. Soit c'est repris dans une loi et donc ça s'appliquera, soit ça reste lettre morte et on restera sur le système actuel. Alors, il y a Rachel là, qui nous renvoie sur un sujet qu'on adore, la sous-traitance et EDOF.
Est-ce que tu peux nous en redire un mot? Après, je ne sais pas, Rachel, quelle était ta Bah, question précise? je peux en parler, hein, Tu le fais, oui, tu le fais régulièrement, toi, de toute façon. de toute façon, régulièrement, on doit faire la déclaration de la sous-traitance. Donc, vous savez, hein, il y a eu un texte qui disait que si on est sur le CPF, on n'a pas le droit de sous-traiter à plus de 80% notre chiffre d'affaires. Ce qui fait que pour contrôler ça, la Caisse des dépôts a mis un petit outil quand on va sur mon compte formation, enfin, quand on va sur EDOF, on doit mettre le chiffre d'affaires qu'on a réalisé dans le cas du CPF, le chiffre d'affaires réellement sous-traité, et on demande d'envoyer toutes les informations des sous-traitants, donc leur numéro de SIRET, leur NDA, leur nom. Voilà. Donc, c'est cette déclaration-là qui doit être faite annuellement. Et donc, la première fois, c'était cette année. On peut le faire, je crois, depuis quelques semaines, et on a jusqu'à fin novembre pour le faire sur tout ce qui concerne 2024. Donc, c'est même pas tout 2024, c'est de avril 2024 à décembre 2024. Et après, en 2026, ça sera sur toute l'année 2025. Et voilà, après, on va arriver sur un cycle un peu comme ça. Ouais. Et si pour ça, ça vous provoque des difficultés, pareil, c'est des sujets qu'on aborde beaucoup sur Web Connect. On fait des ateliers mensuels CPF et DOF, donc on est une trentaine généralement d'OF à être présents, et on fait beaucoup de partage d'expérience. Donc pareil, Académie, Digiformat, vous avez tous les liens, et on a déjà le prochain qui est prévu, je crois, dans 2 semaines. Donc, restez pas seul face à ces complexités. Pareil, on revient un peu à la question de Armel sur la sous-traitance. Alors là, c'est l'autre sujet de la sous-traitance, c'est-à-dire que c'était un peu à la même époque, il y a 1 an et demi, il me semble, donc où il y a eu l'exigence d'avoir Calliope quand on est sous-traitant et qu'on intervient dans le cadre de dossiers CPF. Il y avait beaucoup d'exceptions. Donc, par principe, vous êtes sous-traitant, vous intervenez dans le cadre d'une prestation CPF Calliope, sauf si vous êtes micro-entreprise et que vous ne dépassez pas le seuil de 77 700 € de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, selon les cas, ça concerne beaucoup. Hein. Moi, si je regarde pour mon organisme de formation, par exemple, 90% de nos sous-traitants sont en micro-entreprise. Donc, finalement, les 10%, en général, sont plutôt des SARL, SAS, portage salarial et bénéficier de Calliope. Voilà. Et donc, du coup, c'est votre rôle en tant que… Alors, si vous êtes donneur d'ordre, de contrôler ça. Et si vous êtes sous-traitant, de présenter les preuves, soit que vous avez Calliope, soit que vous êtes exonéré de Calliope. Et puis sur la sous-traitance, pour ceux qui ne sont pas encore très au clair, on a un très bon webinaire qu'on a fait il y a 6 mois avec Jimmy Martin de Certifopac, Pauline Klein et Stéphanie Giraudet, qui est sur la chaîne YouTube de Digiformat. Donc vous tapez sous-traitance Digiformat, vous tomberez dessus sur YouTube, et vous pouvez, ça dure à peu près 45 minutes, et vraiment ça récapitule tous les sujets de la sous-traitance. Donc un peu de boulot encore pour cette rentrée, mais c'est pas mal de le reprendre. Ah oui, Johan, tu as dit qu'il y avait un webinaire France Compétences le 25 septembre. Oui. Donc, est-ce qu'on peut trouver l'info? Oui, je ne sais pas si on va vous la… on peut vous remettre le lien. Attendez, je regarde en même temps, parce que je crois qu'on m'a envoyé le lien. Oui, tout à fait, on m'a envoyé le lien. Je vais même vous mettre le poste de France Compétences. Donc, oui, on a pas mal de questions sur la présence du dirigeant. Donc ça, c'est pareil, pour l'instant, on n'en parle pas, donc ce n'est pas acté. On ne va pas épiloguer sur le sujet. Mais je pense qu'il y avait un vrai problème, en tout cas aujourd'hui, sur des OF qui avaient des consultants externes et qui s'étaient totalement détachés en fait de la partie suivi qualité. Et ça, c'est plus possible. Et nous, on le dit beaucoup avec Digiformat. En fait, vous avez forcément un assistant administratif, il n'y a pas de problème, mais il faut que le dirigeant, quand même, à un moment donné, ait une vision un peu de ce qui se passe. Enfin, toi, Johan, je pense que Garance, elle, de temps en temps, quand même, même si elle vous fait confiance, évidemment qu'elle va regarder un peu ce qui se passe. Bien sûr. Pour ne pas être totalement le jour de l'audit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une erreur, ou même pire que ça, parfois, on a manqué, on a des non-conformités qui sont compliquées à lever. Donc voilà, ça c'était petit rappel. Il y a des questions sur Calliope. Donc, toute question sur Calliope, c'est à date, comme rien n'est acté, je ne peux pas vous dire si ce sera le cas. Aujourd'hui, c'était juste des pistes. Donc, tant que ce n'est pas repris par un texte, un décret ou quelque chose officiel, je ne peux pas vous apporter plus d'infos là-dessus. Alors, on remonte. Pareil, reprenez le temps. On a encore un bon quart d'heure. Reprenez le temps de voter un peu pour les nouvelles questions qui ont été postées. Alors, les financements d'Antoine. Donc, les financements 2026, vous avez compris que vu la situation gouvernementale actuelle, c'est très compliqué de se projeter. Donc, il y a les effets de tout ce qu'on s'est dit sur l'apprentissage, sur le CPF,
Et puis après, il y a tous les arbitrages qui vont être faits prochainement. Voilà, côté. Est-ce qu'on peut peut-être, pour essayer d'anticiper un peu, se dire que peut-être ça pourrait se passer comme l'année dernière, qu'il y ait une sorte de prolongation du budget 2025, Oui, et qu'il y aura forcément un décalage même au niveau des OPCO. Je ne sais pas pour ceux qui ont des financements OPCO, pareil, dans le chat, dites-nous où est-ce que vous en êtes. Je pense que pour beaucoup les budgets, il n'y a pas forcément de visibilité. Une des pistes possibles, effectivement, c'est que le budget soit un peu ratifié comme en 2025 et qu'avec le nouvel exécutif, suite au potentiel législatif, il y a un budget rectificatif qui change un petit peu la donne. Côté financeur, ça risque d'être un peu compliqué sur le début d'année. C'est possible, typiquement peut-être côté OPCO. Alors, si certaines personnes d'OPCO sont là, je veux bien qu'ils confirment qu'il y aura peut-être des budgets qui ne seront pas prêts en janvier sur 2026. Et peut-être que les fonds seront disponibles qu'un peu après. Donc, ça risque peut-être d'avoir, en tout cas, des petites incidences sur à quel moment les fonds sont mobilisables du côté des financeurs. Mais ça, je ne peux pas parler en leur nom. Ça, j'ai pas. Et puis, nous, on lance une série d'articles avec Digiformag sur les OPCO, mais on a beaucoup de témoignages d'OF, mais malheureusement, pour l'instant, je n'arrive pas à avoir les témoignages d'en haut. Donc, on fait, avec votre expérience à vous avant tout, retour sur les NDA, Johan, s'il y a des refus, donc avec le nouveau décret, c'est quoi la solution? C'est saisir le tribunal. C'est ça, c'est ça. Donc, Victoria, effectivement, je ne sais pas où vous en êtes, mais c'est la solution, effectivement. On redescend encore un peu. Alors, Eric. Voilà, si un numéro NDA est suspendu pour absence d'activité, donc ça arrive pas souvent, mais quand même, c'est des cas qu'on croise. Peut-on continuer à faire des formations le temps des 2 mois pour obtenir un nouveau NDA? Bonne question. Je ne sais pas, peut-être que là, si Hélène, tu nous écoutes et tu es en ligne, peut-être que tu peux répondre à Eric. Je botte en touche là-dessus. C'est un cas un peu particulier. Je sais que souvent, si jamais la première année, vous n'avez pas fait de formation, vous pouvez avoir un recours auprès de votre DRETS pour dire on prolonge quand même. C'est pour ça. Il y a toujours un peu un prolongement possible, mais là, encore une fois, il faut contacter sa DRETS et puis leur poser la question directement. Mais voilà, anticiper un peu quand même. Alors, notre organisme de formation a été racheté, seul le nom a changé. Doit-on avertir la DRETS? On a toujours le même numéro, le même siège social, le même numéro d'épuration d'activité. A priori, non. A priori, non. S'il n'y a pas de changement de numéro SIRET, normalement, c'est tout bon pour Vipali Academy. Alors. Pensez-vous que les financements CPF pour les bilans de compétences vont être plafonnés? C'est un peu la même chose que je dis tout à l'heure. Je ne suis pas capable de me prononcer. C'est des pistes qui ont été annoncées. À titre personnel, je ne le souhaite pas parce que. Il y a une pétition d'ailleurs qui tourne en ce moment pour défendre les cabinets. Mais sachez qu'en tout cas, au niveau notamment peut-être des acteurs de la compétence, des institutionnels, des fédérations, tout ça, ça se mobilise beaucoup. Alors, pas que sur le bilan de compétences, sur le CPF, et ça discute beaucoup avec les cabinets des ministères, mais encore une fois, il y a le travail des techniciens qui sont au ministère, et puis il y a le travail des politiques, et comme les politiques risquent de changer, les orientations aussi. Donc, je n'ai pas ma boule de cristal, donc je suis comme vous, je guette, mais bon. Ouais, pour l'instant, on ne sait pas. On parle beaucoup de sous-traitance. Je descends encore un petit peu. Soyez pas frustrés si on ne répond pas à tout. Et dans tous les cas, on se retrouvera pour ceux qui le peuvent sur le Slack d'OF Connect pour continuer à échanger. Donc le NDA, on le répète, est obligatoire pour tous les sous-traitants, que vous fassiez du CPF ou non, qu'importe. Le NDA, il faut l'avoir. C'est une prérogative aujourd'hui. C'est ça. Il y a plein de choses qui sont dites, mais voilà, nous, en tout cas, sur Web Connect, depuis 2 ans, on le dit. Je pense que certains membres sur le chat vont vous le redire. Oui, il y a quelques années, il y avait peut-être une petite incertitude sur le NDA. Aujourd'hui, sous-traitant NDA. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Tac. Alors, je prends peut-être la question de Sandrine. Alors, Sandrine qui nous demande, pour nous, ce sont les entreprises qui nous règlent directement ou les OPCO, nous ne passons pas par le CPF. Nous ne sommes donc pas concernés par la demande des CNI. Alors là, je n'entends pas ce qu'elle dit par CNI. Nous règle directement. Personne d'identité, je ne sais pas. Si tu veux bien, Sandrine, dans le chat, repréciser un peu ton propos. On est un peu perplexe sur ta question. Désolée.
Clac. Quelle plateforme pour déposer la demande de NDA? Oui, c'est ça, c'est MAF. Oui, c'est mon activité formation. C'est là où. Mais il y a le portail EP Connect aussi. Oui, alors ça s'appelle EFP Connect. Hein, je crois que c'est l'ancien nom de mon activité formation. Donc oui, ça s'appelle EFP maintenant. Et dis-nous s'il marche aussi, parce qu'il y a pas mal de bugs sur les plateformes en ce moment de l'État. Donc j'espère qu'en ce moment, ça marche bien pour. Oui, alors on a eu pas mal de questions. Il y a un bug. Alors je ne sais pas si c'est résolu, mais sur l'identité numérique La Poste. Hier, oui, on a vu, ça ne marchait pas hier. Ça fait plusieurs jours. A priori, il y avait des activités de maintenance là qui sont prévues, mais voilà, en tout cas, sachez qu'il peut y avoir des petits soucis comme ça. Alors, attends, je reviens un peu sur le chat pour voir qu'est-ce qu'ils nous ont partagé, nos participants. Bon, ok, c'est des petites remarques. Ok. Super. Allez, on a encore 10 minutes. On reprend un peu vos questions là sur celles qui viennent d'arriver. Donc Stéphanie, Sabine, en tant qu'OF, est-on obligé de faire un contrat de prestation pour chaque formation aux sous-traitants? Ça dépend. En fait, vous pouvez établir un contrat cadre et ensuite faire des ordres de mission ou voilà, en tout cas avoir une forme de formalisation des missions que vous leur confiez. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez tout encadrer, le prix de la prestation, les conditions par un contrat cadre. Et puis faire un contrat de sous-traitance, c'est bien dans le démarrage de la collaboration de toute façon. Beaucoup de questions sur la réglementation de la facturation électronique. Oui, Laure, c'est un très, 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 très lourd sujet pour nous et on est dessus et on sera conforme. Ne vous inquiétez pas et on fera là, courant début octobre avec Maëva Coton, notre chef de produit. On vous fera un webinaire sur le sujet. Oui, c'est ça, c'est qu'en fin d'année, c'est fin 2025. Oui, c'est ça, ouais. Le principe, c'est qu'il devrait y avoir. avoir. Après pour 2026, pour la partie B2B. Donc, sur la facturation électronique. Okay. Oui, il y aura un article. Donc, oui, pas de panique pour ceux qui sont chez Digiformat. Évidemment, on sera conforme et on vous en reparlera parce que c'est un sujet qui est plus, on va dire, financier pour les OF, mais qui va être un gros sujet quand même pour les mois à venir, pour vous aussi. Alors, je remonte un petit peu sur le NDA. Bon, ça c'est bien qu'on nous repose la question, comme ça on peut repréciser. Alors, pour formation financée par le CPF, le formateur doit-il justifier d'une formation de formateur? Très bonne question. Je l'aime bien cette question. Alors, pas nécessairement. Alors, en fait, ce qu'on doit prouver, alors dans le cadre, donc si vous avez CPF, vous avez Calliope, et donc en fait, dans tous les cas, vous devez justifier de la compétence du formateur, alors qu'il soit salarié d'ailleurs ou qu'il soit sous-traitant. La formation de formateur, c'est un élément parmi d'autres qui montre que la personne peut être compétente ou dispose de compétences pour former, mais ça peut être aussi lié au fait qu'elle ait été formatrice ou formateur pendant plusieurs années, le fait qu'elle dispose d'une expertise sur le sujet où elle intervient, qui peut s'expliquer aussi par son parcours professionnel, qu'elle ait des diplômes justement sur l'expertise où elle intervient. Donc, voilà, donc c'est un faisceau d'indices qui fait qu'on se dit, OK, la personne, elle est compétente là-dessus. Et sachez que, notamment, quand vous faites une demande de numéro de déclaration d'activité, c'est également des éléments qui vont pouvoir vous être demandés. Vous allez devoir pouvoir justifier votre capacité à former sur le domaine où vous intervenez. Voilà. Mais oui, pour le moment, il n'y a pas d'obligation légale. Et on a fait pas mal de choses aussi, de webinaires et d'articles sur la montée en compétences des formateurs. Donc, pareil, prenez le temps de les regarder, c'est très intéressant. Alors, attends. Alors, pareil, si vous avez des questions, France Travail, je vois que peu de gens nous posent des questions sur France Travail. Bon, très bien. Alors, je reviens. Tac, tac, tac. Alors, pouvons-nous rejoindre OF Connect si nous sommes consultants? Oui, je veille, évidemment, je ne fais pas rentrer tous les consultants. On est toujours quand même en vigilance sur des profils qui sont dans le partage. Et même si on est une communauté pro-business, évidemment qu'on a aussi beaucoup mis en lien des OF avec des consultants depuis 3 ans. Mais l'idée, ce n'est pas effectivement d'avoir des gens qui vont vous spammer tous les matins. Mais effectivement, si vous voulez nous retrouver et puis proposer vos services à nos membres, il n'y a aucun problème, Myriam. Allez, on remonte un petit peu, Yoann. Tiens, je te montre un peu. On se donne encore 5 grosses minutes pour répondre aux questions, c'est ça pour ceux qui sont dans le chat et qui sont encore fidèles. Merci. Ah, mais tiens,
France Travail, quel recours face à France Travail qui refuse les financements de formation? Non-intention, même si nous sommes Calliope. Alors oui, alors c'est une très bonne question. Alors, Ouais. alors moi, dans mon organisme, on y est confronté aussi, c'est-à-dire qu'on a un taux d'acceptation par France Travail qui va varier, mais qui va varier entre 1 sur 3 et 1 sur 2. En fait, il n'y a pas d'obligation pour France Travail de financer à chaque fois. Alors à chaque fois, déjà, ils ont un budget, ils peuvent pas trop dépasser. Et puis surtout, on doit être capable de justifier que les formations qu'on dispense, alors soit ça répond à des besoins sur des métiers en tension, soit ça s'intègre dans le parcours de réinsertion ou d'insertion du demandeur d'emploi. Et donc ça, c'est toujours un peu des dialogues avec le conseiller. Alors, en général, en tant qu'organisme, on n'est jamais en lien avec les conseillers France Travail, ça passe toujours par le demandeur d'emploi. Par contre, un conseil, c'est d'arriver à lui donner tous les éléments probants, comme ça il peut argumenter auprès de son conseiller ou sa conseillère, notamment je sais pas, sur l'insertion professionnelle, sur typiquement quel type d'emploi ensuite on peut avoir, typiquement si vous avez des éléments sur la rémunération ensuite à la formation, voilà, tout ce qui permettrait de rassurer voilà, les conseillers et de faire qu'ils vont être favorables au projet. Mais j'ai pas de baguette magique là-dessus. Je sais que dans certains cas, le fait d'avoir pu argumenter, ça a permis de débloquer certains dossiers qui avaient été refusés dans un premier temps. C'est malheureusement pas la norme, mais en tout cas, voilà, ça peut être un petit levier d'action de votre côté. Il y a Hélène qui nous dit peut-être tenter d'écrire aussi aux défenseurs des droits. Donc, je sais pas Oui, alors l'intérêt de tenter cette action, mais bon. Ouais, c'est un peu en désespoir de cause, mais c'est vrai que c'est pas. Ouais. Bon, après, on a quand même beaucoup de questions sur le NDA, Johan, donc je pense qu'on refera un webinaire. Oui, je suis étonné, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont amenées à changer, rien que changer d'adresse ou de localisation au cours de la vie de son organisme, et qu'à chaque fois, on se remet dans alors j'ai pas envie de dire une galère, mais en tout cas sur ce process. Ouais, donc on refera un sujet. Pareil, dites-nous dans le chat s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde ces prochains mois. Alors, on a prévu pas mal d'événements sur OF Connect, nos habituels, sur Calliope, sur le CPF, sur la pédagogie. On ne parle pas que de réglementaire aussi, on parle aussi aux formateurs. Donc, on essaye de sortir un peu des sujets réglementaires. On a une grosse partie sur le marketing parce que, voilà, on aime bien le répéter aussi, mais un OF, c'est du business, c'est aussi de la com et du marketing. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on pourrait vous amener d'autre effectivement cette année? Parler d'IA, on va en reparler aussi. Parler d'IA, ouais. Ça, c'était des sujets qui forcément nous tiennent à cœur. Facturation électronique, évidemment, Armelle, on en parlera. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire, à nous faire remonter un peu vos besoins. L'objectif, c'est que là, sur ce dernier semestre, on soit vraiment au plus proche de vos besoins et de vos problématiques. Et puis qu'on s'entraide tous comme d'habitude. C'est l'objectif. Voilà, merci en tout cas à tous d'avoir été là avec nous pour ce vendredi. Merci à tout le monde. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis à très bientôt sur F Connect et Digiformat. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.